D'accord, c'est un lion. À 3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Bonjour les amis, vivons libres ensemble, encore une fois. Et maintenant avec le sujet du handicap. Comment ça se passerait dans un monde où on vit libre où on est invalide? Comment ça se passerait pour les invalides, pour les personnes handicapées, psychiques, physiques ou égotiques, qui sait? Peut-être qu'on s'en occupera demain. Comment ça se passerait? On va le voir avec, sur le plateau avec notre amie Sandrine Moukine. Bonjour Sandrine. Bonjour, Farzad. Et Xavier Fontaine. Bonjour. Bonjour Farzad. Alors, juste pour situer la chose, Sandrine, tu as une association qui s'appelle... Alors, c'est un collectif que je n'ai pas encore transformé en une association. Oui. Ça le fera très prochainement, mais je prends du temps pour ça. Qui s'occupe des enfants 10. Et je milite, oui, je sensibilise pour la situation des enfants 10 dans leur quotidien, à l'école, dans leur quotidien, parce que malgré tout, on est en 2022 et il y a des choses qui se font, mais peut-être pas assez rapidement. En quoi toi tu es concernée par ce sujet-là du handicap? Alors je suis concernée parce que j'ai mon fils, il a 8 ans. Et un jour à l'école, nous on avait vu des difficultés et un jour voilà, le maître nous balance comme ça oui, faudrait peut-être voir la MDPH et pour monter un dossier, donc comme ça, sans rien vous dire, sans rien nous comme ça, dire. Il balance ça comme ça. On savait pas ce que c'était la MDPH, malgré tout, même si je suis du milieu hospitalier, moi je ne savais pas ce que c'était la MDPH. D'ailleurs, c'est quoi la MDPH? Alors, pour maison départementale des personnes handicapées. D'accord. Ça a changé de nom, avant c'était la Cotorep. La Cotorep, d'accord. Et toi, en quoi tu es concerné là-dedans, dans ce sujet du handicap? Moi, je suis une personne handicapée. J'ai un certain taux, donc je suis reconnu en tant que personne handicapée. J'ai même été, quand je travaillais, reconnu travailleur handicapé. J'ai toujours le statut d'ailleurs. Tu étais informaticien? Oui. Tu es toujours d'ailleurs? Un petit peu, mes heures perdues. Tu travailles pour une grosse boîte en plus, on peut le dire. Oui, je travaillais pour une boîte internationale. Ouais. Et donc voilà, comme toutes les grosses boîtes, elles cherchent à recruter des personnes qui ont un handicap parce que ça leur permet de payer moins d'impôts. Et d'avoir une politique RSE qui les valorise. C'est ça. Et mais est-ce qu'ils s'occupent bien des personnes handicapées à l'intérieur de l'entreprise? Alors moi je vais parler pour mon cas personnel. C'était une grosse boîte, une boîte américaine, une boîte où peu importe si c'est des personnes valides ou handicapées, ils cherchent à recruter des hauts profils, des profils très spécifiques, et ils ont du mal à recruter. Ils ont du mal à recruter parce qu'en fait, quand on a une certaine exigence, les personnes handicapées n'y vont pas forcément. Alors, non pas qu'elles cherchent le confort, c'est juste que... Elles se dévalorisent elles-mêmes. C'est déjà compliqué d'évoluer dans un contexte compétitif quand on n'a pas de handicap. Ouais. Alors, quand on a un handicap, il faut... faut travailler plus, faut cravacher plus, et puis il faut faire abstraction un peu de son handicap. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Faut pas montrer, faut pas montrer, parce que le handicap est pas forcément visible. On parle beaucoup de handicap invisible. Je crois qu'il y a un taux de 80% de handicap invisible, et effectivement on voit que les sociétés, les grosses entreprises, ils cherchent forcément le top du top, et on oublie qu'il y a quand même 80% de personnes qui sont handicap invisibles. Et que rien n'est adapté pour eux. Selon les études aussi, 80% des personnes handicapées le sont à cause de leur travail. Elles ne le sont pas de naissance. Elles sont à cause de l'alimentation ou du travail. Oui. Et ce sont un grand défi, quoi. C'est quelque chose dont on est en train de parler, sous lequel il y a des sujets, encore des sujets, des sujets. En une émission, on ne fera pas tout. Ce qui compte là, c'est de donner envie de s'y intéresser. Ceux qui ont abandonné leur quête de dossier MDPH, qui y retournent, ceux qui ont des besoins, qui l'affirment à nouveau, ceux qui sont dans les institutions, qui se réveillent en se disant mais faut y croire, faut continuer, parce que ce monde où on vit libre, même si on est handicapé, il peut exister si nous nous y mettons ensemble.
il peut exister uniquement grâce à nous, quoi. Sinon, on se désengage, demain, il n'y a plus rien, quoi. Donc, on est là pour ça. Donc, pour commencer, on va essayer d'imaginer ensemble. Quand c'est le cas, dans ça. On imagine, on essaie de rêver. On rêve, d'accord, on se met en mode rêve. Ok. On est dans un monde libre et du coup, tout le monde est OK. Et l'inclusion est là. Valide, invalide. Ça serait parfait. Comment ça se passe, cette société-là? C'est pas comment on y arrive, mais comment ça se passe? Si tu l'imagines. Si moi j'imagine. Ça marche comment l'école? Ça marche comment le boulot? Alors, déjà si vraiment on est dans un monde libre et que tout est presque parfait, on va dire. Alors déjà, les trottoirs adaptés pour les fauteuils roulants, les feux sonores pour les personnes qui sont... Tous les feux sans exception. Tous sans exception, les trottoirs dans toutes les villes, sans exception pour les trottoirs, les poussettes. J'inclus aussi les poussettes parce que c'est un peu le même combat. Et les bibliothèques. On oublie un petit peu les bibliothèques. Il n'y a pas forcément des choses accessibles pour les personnes en situation de handicap, que ce soit le handicap sonore, visuel ou pour les 10. Moi, j'ai fait l'expérience. Est-ce qu'on trouve des livres pour les enfants qui veulent des livres qui sont 10 qui sont avec 10. Les caractères caractères différents et voilà. Il y en a pas suffisamment, il y aura jamais suffisamment, mais dans ce monde parfait, ce serait ça. Et l'école inclusive, ce serait qu'on ait des professionnels à l'intérieur de l'école et que les parents ni les enfants soient obligés de courir à droite et à gauche pour faire les suivis des enfants. Ce qui arrive, c'est ça, c'est que on a les enfants, ils ont des suivis, donc faut courir chez l'ergo, faut courir chez la psychométricienne, faut courir chez l'orthophoniste. Donc ce serait parfait cette école, tout ce professionnel-là et une vraie communication entre l'éducation nationale, les enseignants et les professionnels qui suivent nos enfants. Plus de stress, tout le monde est apaisé, tout le monde travaille ensemble, tout le monde harmonieusement. Nos enfants sont dans l'harmonie parfaite, tout le monde est content. Et on repart pas de chez soi en disant mince, j'ai peut-être oublié de faire quelque chose, et puis peut-être j'ai pas aidé cet enfant. C'est super ça, Sandrine, merci beaucoup. Garde ça à l'idée. Oui. Et essaie d'imaginer le processus par lequel on va y arriver. Toi, ce serait quoi ce monde idéal pour toi, Xavier, genre au travail par exemple, même à l'école, peu importe. Ce serait comment ce serait? Je sais pas, moi je me sens déjà assez libre. Donc je me suis jamais vraiment trop posé la question. Tu peux en témoigner si tu veux. Ça veut dire, le monde du travail. Ça veut dire que quelque part tu as trouvé un équilibre grâce au système qui existe déjà. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui serait peut-être à garder, voire à un peu améliorer, à surtout ne pas toucher. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche si t'es bien là. Ouais, mais après c'est vrai que j'ai fait preuve de tolérance aussi. Parce que j'arrivais un petit peu en retard au boulot. Et puis après, voilà, je m'investissais aussi pas mal au boulot, donc du coup, je restais un petit peu tard. Donc en fait, je faisais mes heures, tout simplement. Et il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et après, moi, mon handicap, en fait, il affecte aussi ma productivité. Je suis pas pareil... à toutes les heures, il y a des moments où je suis plus fatigué que d'autres, où j'ai moins de concentration. Donc globalement, il faut que je me fasse une journée où j'arrive à faire ce que j'ai à faire. T'as un handicap particulier, mes tâches. Oui. En fait, j'ai une maladie du sommeil. Ouais. et donc il y a des moments, en fait, même si je suis éveillé, en fait, je suis pas capable de faire grand chose. Ouais, t'es entre deux mondes, quoi. C'est ça. Et la narcolepsie, on appelle ça. C'est ça. La maladie du sommeil, la narcolepsie. Et donc, en fait, je tombe en sommeil paradoxal et je tombe dans le sommeil des rêves. Donc après, les gens, ils vont peut-être se dire, voilà, je suis inactif juste pendant que je dors. Mais en fait, là, j'ai une phase pendant laquelle je suis... en mode robot? Non, en fait, je suis somnolent. Et puis je suis capable de rien pendant 10-15 minutes. Ouais. Un peu comme en méditation. En fait, j'essaie de lutter contre le sommeil. Ouais. Si ça t'arrive là, comment on peut le savoir, là, genre sur le plateau, si ça t'arrive? Déjà, je pense que j'aurais pas fait l'émission parce que si je me sentais fatigué, voilà, je
je partirai tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc... tu sens les jours où t'as plus de narcolepsie que d'autres? Déjà, ça se sent le matin. Le matin, déjà, si je suis fatigué, je sais que j'ai passé une mauvaise journée. Et donc, voilà, je peux passer beaucoup de temps à lutter contre le sommeil. Et ça, c'est aussi improductif que le sommeil qui va durer, je sais pas, 40 secondes. Tu vois, 40 secondes de sommeil, je vais essayer de lutter pour faire bonne figure. C'est-à-dire... parce que si tu dors, déjà t'es jugé, tu vois. Et donc du coup, pour faire bonne figure, pour pas être en mode sommeil, et ben tu peux lutter genre 10 minutes. Et en fait, tu peux rien faire pendant 10 minutes. Alors ce qui serait simple, c'est que je puisse m'absenter, que je puisse faire une petite sieste et je reviens, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un handicap. Moi, ce que j'aimerais dans ce monde idéal, ce serait qu'on puisse parler de nos handicaps en rigolant, quoi. Oui. Genre, parce que mon fils, on en rigole. Chie, mais c'est pas grave en fait, tu vois. Parce que mon fils, on en rigole de son 10. Des fois, pour le taquiner, ou mon mari ou moi, et quand on comprend pas quelque chose ou qu'on a mal fait, on a été maladroit, on s'est dit, ah ben nous aussi on est 10. Tu regardes, maman et papa, on est 10. Mais tu vois, mais ça le fait rire. Ça l'apaise. Ouais, ça décomplexe. Voilà. Donc, il sait, il est au courant. Il est au courant que des fois, il peut pas faire certaines choses, qu'il doit apprendre avec ses suivis à s'organiser mieux. Mais je lui dis, c'est pas une fin en soi. Voilà. Donc tu grandis avec, tu l'auras toute ta vie, et nous on t'accompagne. Et on s'adapte. Et quand on arrive à en rire quelque part, c'est moi le jour où j'ai réussi à rire de mes handicaps, ça a été une libération, quoi. Et puis une libération du système médical. Système médical où t'as un médecin qui arrive, c'est comme un couperet qui tombe, le diagnostic, tu vois. Et bon, c'est pas forcément aidant. L'école, pareil. Parfois même, vaut mieux ne pas le dire pour pouvoir être inscrit, pour pouvoir continuer dans une vie sociale, qu'on ne nous sépare pas de la société dans un truc spécialisé. Moi, si j'étais allé dans un truc spécialisé, je pourrais pas faire l'émission aujourd'hui. J'aurais la tête comme ça. Mais c'est parce que j'ai pu rencontrer le monde. Que j'ai eu des entraîneurs physiques et sportifs, j'ai eu des gens dans ma vie extraordinaires qui m'ont donné beaucoup de courage. Si c'était pas des gens de ma famille, tu vois, ma famille disait non, ils disaient à mes parents, faut en faire un autre, celui-là il est raté. Ah là, d'accord, ok. Putain, vous avez dû piocher le mauvais. Excuse-moi, t'avais quel âge? Tu avais quel âge quand tu as entendu ça? Conforme. Hein? Tu avais quel âge quand tu as entendu ça? C'était une violence, ça? Moi, j'avais la première fois que j'ai entendu que j'allais mourir, c'était dans les 3 ans et demi. Et la première fois que j'ai entendu que qu'il faudrait en avoir un autre, c'était vers l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. C'est violent, mais quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. Après, quand tu deviens adulte, tu te dis, mais non, c'est une honte ce qu'a dit ma grand-mère, sérieux. Mais en fait, au final, t'en rigoles parce que tu te dis, mais nous, humains, on n'arrive pas à accepter la différence, tu vois. J'ai un mot cousin, handicap fait. J'ai un cousin qui n'a pas eu la même chance que moi. Lui, il est maintenant attardé psychologiquement. Donc il a 20 ans, mais il a l'âge d'un enfant de 6 ans. Et à chaque fois qu'il vient dans la famille, tout le monde s'en va. Genre il a la peste, quoi. Tu vois. Exclusion familiale. Alors un jour, j'ai une tante qui arrive, et puis elle venait de faire sa prière rituelle. Tu sais, dans les pays d'islam, c'est comme ça, en Iran, on prie 5 fois par jour. Et je lui dis franchement, t'as pas honte. Tu vas prier Dieu, et lui, tu le rejettes, et tu dis du mal de lui et de sa mère quand ils sont pas là. Mais c'est quoi cette abandonne ta religion, quoi. Je veux dire, faites quelque chose, les amis. Et ça a mis un boxon dans toute la famille, ce que je dis là. Et lui, ce qu'il a fait, mon cousin, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et puis il a posé son bras sur moi. Et il m'a dit, ça va aller. Ça va aller, Farzad. Calme-toi. Calme-toi, Farzad. Comme un enfant de 6 ans qui me parlait comme ça. Et il comprenait ce qui se passait, mais il pouvait pas débattre parce qu'il pouvait pas. Tu vois, n'avait pas Ben non, parce qu'il a fait tellement de crises d'épilepsie dans sa vie que son cerveau... Mais il s'est posé à côté de moi, là. Il a posé sa main sur moi. Là... J'ai peut-être rebondir là-dessus et répondre à ta question.
comment on vit libre. En fait, j'ai déjà entendu des personnes qui étaient lourdement handicapées, après je sais pas si je peux dire ça, des gens qui sont en fauteuil roulant, etc., qui sont quand même assez limités dans leur façon de vivre. En fait, en fait, on vit libre quand on apprend à utiliser ses compétences, quand on connaît ses limites. Donc pour moi, c'est ça, être libre. Et après, voilà, faut pas que ce soit non plus... faut pas que ça génère non plus une exclusion. Parce que pour moi, quand on vit libre, on n'est pas exclu. Ouais. Voilà. Ce serait donc un travail sur soi, d'accueil. Moi, ce que j'ai appris de mon cousin, c'est l'accueil. Toi, ce que tu as appris de ton expérience, c'est le fait de s'accepter avec ses limites, ses défauts et ses qualités qui nous donnent une bonne vision de nous. Quand on a une mauvaise image de soi, c'est quoi? C'est qu'on n'accepte pas ses défauts, on n'accepte pas la ride qu'il y a là, tu vois. Bon, pour d'autres, ça va être le bras qui manque. Mais la société... On n'a pas le même niveau de problème, tu vois. La société... L'autre, il manque de ne pas avoir de ride, mais... C'est de ne pas se juger par rapport à l'autre, de commencer par ça. Je peux rebondir là-dessus. Et puis ensuite, vas-y, rebondis. J'ai dit, au fait, ce qui est gravissime, moi, je trouve, en 2022, là, c'est que les gens, ils ont peur de ce mot handicap. Ils ont peur de cette différence. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas la différence qui tue, c'est vraiment l'indifférence. Donc, apprenons à vivre avec... la différence des autres et pas se mettre dans un cadre parce que la télé ou les réseaux sociaux nous montrent un type de schéma de se conformer à ça parce que on s'enrichit à aller vers la différence, on s'enrichit réellement. Donc il faudrait que les gens entendent que handicap, ça, il y a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a le handicap physique, le handicap psychologique, le handicap invisible. Apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont. Et le handicap qui n'est même pas dans la nomenclature des handicaps, c'est-à-dire l'orgueil, la méchanceté, l'hypocrisie, la concupiscence, le fait de vouloir toujours plus accumuler. Ce sont de grands handicaps qui touchent beaucoup de monde et qui non seulement frappent l'individu qui le porte, tu vois, mais aussi ceux qu'il va diriger, dominer, ses salariés, son environnement, son entreprise. Donc on est dans un enjeu très fort. C'est un sujet vraiment qu'il faut prendre à bras le corps et comme tu dis, ne pas être dans l'indifférence, plonger dedans. Et moi, je sais pas, à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à faire le tri. Avant, je m'adaptais, je me suradaptais à tout le monde. Et maintenant, je vois l'individu qui m'accueille, l'entreprise ou le chef d'entreprise qui m'accueille et celui qui m'accueille pas. Celui qui montre juste une façade hypocrite pour montrer, moi, je suis de ceux qui accueillent, mais qui au fond... te font signer aucun contrat, te font pas travailler comme prestataire, rien. Et ceux vraiment qui vont avancer avec toi, qui vont s'enrichir de toi, et avec qui on va construire quelque chose. Et comme tu dis, Sandrine, moi j'ai senti que c'est vraiment un point par lequel on peut commencer. C'est-à-dire déjà se retrouver entre institutionnels, individus, handi, valide, invalide, et entrepreneurs qui aimeraient avancer ensemble dans cette biodiversité de capacité, tu vois. Juste avec ces quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, souvent, tu vois. C'est vrai qu'on fait tout un battage, on fait les Duo Day, on fait les journées européennes du handicap, on fait plein de trucs. On fait la journée de tout type d'handicap. Mais au fond, dans la réalité, il y a beaucoup de gens rejetés. Donc, moi, ce que j'inviterais à faire les téléspectateurs qui nous écoutent là, qui ont des personnes handicapées dans leur famille ou qui le sont, ce serait entourez-vous de ces gens qu'on compte sur les doigts d'une main, qui sont prêts à avancer avec vous. Et faisons des choses ensemble. Tout à fait. Venez sur le plateau. Voilà. Par exemple. Par exemple, oui. On a besoin de ce qu'on appelle la visibilité. Excuse-moi, désolé, je t'interromps. Voilà, il faut que pour que ça avance, on a besoin de visibilité. Et donc, Farza, tu nous donnes cette occasion. Et effectivement, tout ce qui concerne le milieu de handicap ou autre, faut pas hésiter. Moi, je dis, faut prendre le fusil à bras le corps. Il faut y aller parce que nos enfants doivent avancer. On est en 2022. Il y a des combats qui perdurent depuis plein d'années. Donc, voilà, soyons ensemble, soyons solidaires. Parce que l'avenir, peut-être, il va être encore plus dur que maintenant. Donc, soyons vraiment solidaires et ensemble, handicap par handicap, allons d'un seul pas, quoi. Enfin, moi, c'est mon idéal. C'est qu'on soit tous, qu'on s'écoute, qu'on s'entende et qu'on avance ensemble. Et qu'on améliore le quotidien des uns et des autres. Parce que la société, elle est dure.
Justement, vous connaissez l'origine du mot handicap? Raconte-nous. Alors, handicap, c'est un mot français, mais l'origine, c'est anglais. C'est hand in the cap. C'est la main dans un chapeau. C'est en fait, c'est un peu la définition qu'on peut avoir au golf. Le mec, il est tellement balèze qu'on lui met des handicaps. On lui rend son niveau plus difficile pour qu'il puisse s'adapter aux autres. Et le mot anglais pour handicap, c'est disability. C'est chaud quand même comme mot. Disability. Oui, incapacité. Ouais, c'est ça. Et il y a une nouvelle terminologie qui dit special needs. Oui. Les besoins spéciaux. Ouais, quelqu'un qui a des besoins spéciaux. Ouais. C'est sur cet angle-là, moi, que je l'ai rencontré dans le mode, on va dire, américain. Et c'est vrai que là-bas, c'est plutôt celui qui a pas mal d'argent qui peut le mieux s'en sortir. Ici aussi, en France, maintenant et de plus en plus, avec les services d'hôpitaux, les services de soins, qui commencent à devenir de plus en plus chers, de plus en plus payants. Je rebondis là-dessus. Et avec des mesures qui sont prises à l'encontre de ceux qui ne sont pas productifs. Donc là, le terme disability, ce que tu as dit, il y a quelque chose de honteux, mais de réel pour les investisseurs. En gros, pour eux, ils vont regarder combien est-ce qu'un individu produit. Combien est-ce qu'il produit. Est-ce qu'avec 2 bras, on produit mieux qu'un bras? Il va se dire, il va me produire plus celui-là. Donc, maintenant, il y a des je peux te payer le moitié de salaire si tu veux, puisque tu as moitié de bras. Non, mais maintenant, il y a des super prothèses. Mais tu peux pas marcher comme ça. Aujourd'hui, ce serait pas accepté en société. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire retravailler les gens, de les remettre en selle dans le système économique pour qu'ils crachent encore du temps de travail. Et de rendre capables ceux qui sont incapables, qui sont considérés comme incapables. On se divise entre capables et incapables au travail. C'est principalement ça la lutte. Mais moi je dis, si on peut peut-être inverser la tendance dans le processus dans lequel on est en train de prendre là, grâce à cette émission, on pourrait dire que quels seraient les avantages d'une personne handicapée dans une société? Ce serait inverser la tendance, dire ce n'est plus un demandeur d'emploi, ce n'est plus un demandeur. C'est plus un chiffre, c'est plus quelqu'un à prendre en charge. C'est pas une charge pour la société sur ses épaules, mais c'est peut-être quelque chose, c'est des ballons qui vont vous porter en fait, n'est-ce pas? Mais c'est à nous de le prouver. C'est à nous, Andy, d'aller dans l'arène, sur le terrain de jeu, on va dire, médiatique, politique, et dire, voilà mes avantages. J'ai une spécialité. Mais c'est pas un handicap. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Il y a des personnes en situation de handicap, que ce soit les autistes ou les 10, et des fois ils ont quelque chose en plus qui font mieux que les autres parce que ils compensent leurs difficultés. Einstein était 10. C'est aujourd'hui ce qu'on parle de diversité. Voilà, on parle en termes de diversité, en termes de recrutement dans les entreprises. Quand tu viens de banlieue, quand tu viens de milieux défavorisés, quand tu as un handicap, quand tu es une femme, etc. En fait, tu apportes quelque chose de différent. Et en fait, c'est tout ça mis bout à bout qui fait que on fait un business différent du concurrent. Et ça, c'est ce qu'on veut bien nous vendre. Mais en réalité, là, par exemple, pour l'inclusion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail, il y a quand même une carotte qui est financière. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a des grosses boîtes, par exemple, dans lesquelles il y a des logiques de diversité. Il y a même des chargés de diversité. Ce que je ne connaissais pas avant. Quand j'ai commencé à travailler avec les grosses boîtes en tant que consultant, c'était... il y a des chargés de diversité pour amener des handicapés, un peu de noirs, un peu de chinois, un peu de machin, tu vois, c'est pour avoir une diversité et les faire travailler ensemble. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais la boîte, elle doit mieux tourner. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai pas vécu dedans en tant que salarié. Donc toi qui as été dans une boîte américaine internationale, Xavier, comment tu peux en témoigner? Est-ce que cette logique de biodiversité de salariés à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est efficace? Alors moi, j'ai pas connu toutes les facettes de cette entreprise, mais de ce que j'ai pu voir, voilà, on n'était pas nombreux en tant que personnes handicapées. Mais après... en termes de diversité, c'est-à-dire différents horizons, il y avait toutes les couleurs dans cette entreprise. C'était pas une entreprise où c'est le patriarcat blanc qui s'impose. Non, il y avait des femmes, il y avait des gens
différentes origines. Il y a même des gens qui n'étaient pas francophones parce que ils viennent d'ailleurs, voilà. Est-ce qu'il y avait le salaire pour tout le monde? Il y a des personnes. Ouais, en fait, salaire était égal. Non, le salaire n'est pas égal. En fait, il est fonction de tes capacités, ton rang auquel tu commences, les augmentations que tu as en cours de carrière, etc. Mais c'est quand même assez difficile d'évoluer dans un milieu compétitif comme ça. Et moi, je me sentais pas trop à ma place parce que j'avais pas l'évolution que je souhaitais avoir. Celle qu'on essaie de nous vendre. Après, Sandrine a raison. C'est vrai qu'en termes de diversité, ça devrait apporter un plus à l'entreprise. Et donc là, tu voyais un bénéfice dans cette diversité quand tu étais là-bas? J'ai vu une diversité, mais pas celle du handicap. D'accord. Cette entreprise aurait pu s'améliorer au niveau du handicap. Qu'est-ce qu'elle aurait pu améliorer, par exemple? Le fait de former davantage, d'enlever un peu l'esprit compétitif? Là, je pourrais pas trop dire, mais après de la compétition... Parce que là, de ce que tu dis, on dirait que peut-être il y aurait une meilleure accueil si ils pouvaient lever le pied sur l'état d'esprit compétitif, du moins pour les personnes handicapées. De toute façon, la compétition, moi, j'ai rien contre. Après, c'est la façon d'évaluer les salariés qui est intéressant. C'est s'évaluer soi-même, c'est-à-dire s'auto-évaluer. Évaluer ses performances par rapport à soi-même. On a été meilleur que l'année précédente. Pas par rapport à l'autre ou par rapport à un chiffre. C'est ça, voilà. Ce serait ça qui serait peut-être un levier pour ce genre d'entreprise, pour gagner en force de diversité. Et pas que pour les personnes porteuses de handicap, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est sain quand tu fais du sport, t'es en compétition avec un super champion, forcément tu perds, t'as pas le même niveau que lui. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut regarder, ou c'est tes performances personnelles? Après, c'est vrai que tout le monde peut faire 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais sur un vélo et bien lancé. Elle va dire tout le monde. En fait, je vais rebondir sur quelque chose parce qu'avant j'oublie. Tout à l'heure, tu avais abordé la situation des enfants en situation de handicap dans l'école publique. Ouais. Ça aussi, c'est un débat que j'aimerais vraiment aussi raborder. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais raborder. Il y a eu un journaliste. Il y a plein de journalistes en général, ils ne le disent pas, mais à un moment donné, la cause des 10 sensibilise beaucoup de personnes et ils finissent par annoncer que moi aussi mon enfant est 10, mais il a réussi parce que je l'ai mis dans une école privée. Ça aussi, j'aimerais plus l'entendre, ça. Oh, pourquoi ? Parce que, c'est vrai, j'accuse pas, mais moi j'ai une amie pareil, elle a mis son enfant en école privée. Et l'école privée se rassemble autour de cet enfant en situation de handicap. Donne des possibilités à cet enfant. Quelles sont les possibilités qu'ils lui donnent qui pourraient être L'éducation nationale le fait aussi, mais ils le font à moindre niveau. À moindre niveau. Et là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Qu'est-ce qu'ils font exactement pour que ça marche ? La personne dont je te parle, son fils, quand il était dans l'école publique, il avait besoin d'une ASH, etc., qui lui a jamais été accordé. Et quand il est arrivé en école privée, malgré qu'il n'ait pas eu sa notification, eux, ils ont pris le devant en attendant la notification de savoir que son fils est bien reconnu en tant que handicap, en situation de handicap. Ils ont aménagé ses horaires, ses cours pour que quand il soit de sa 6e à 3e, ça se passe très bien. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, retenons ce message. Prenons les devants. Comme feraient les écoles privées pour les 10. Oui. Prenons les devants avec nos handicaps pour construire ce monde où l'on vit libre. D'accord, c'est un lion. À 3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.